Bonjour à tous, bienvenue au podcast Passion Psy. Donc avant de commencer l'épisode, on souhaitait remercier Choc de nous permettre d'utiliser leur studio et équipement. En fait, Choc, c'est une radio étudiante de l'UQAM dont l'objectif est de favoriser l'apprentissage et d'offrir une voix à la communauté universitaire uqamienne. Plus concrètement, Choc, c'est un endroit à même l'UQAM où il est possible d'enregistrer, faire du montage et bénéficier de l'expertise du personnel. Il s'agit également d'une plateforme de diffusion de balados, d'émissions de radio, de reportages et de capsules. Puis on peut les retrouver sur les différentes plateformes de diffusion comme Spotify et Apple Music ou directement sur leur site web à choc.ca. Bonjour à tous et bienvenue à un épisode du balado Passion Psy. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Thomas Delaware-Tsayas, professeur au département de psychologie à l'UQAM dans la section communautaire. Tout d'abord, nous avons parlé de son parcours universitaire, puis nous avons discuté de la section de la psychologie communautaire et de son implication plus concrète sur le terrain. Par la suite, nous avons parlé du nouveau livre qu'il a écrit, qui s'intitule Psychologie communautaire, réflexivité, action et justice sociale, puis nous avons parlé de son laboratoire et de ses intérêts de recherche. Finalement, nous avons conclu l'épisode en discutant de ses attentes envers les étudiants quant à l'admission au cycle supérieur. Bon épisode! Bonjour, Monsieur Delaware-Tsayas. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir au podcast Passion Psy. On est super heureuse de vous recevoir dans un épisode. Puis, en fait, tout d'abord, on serait intéressé à en apprendre un petit peu plus sur votre parcours académique, universitaire, puis peut-être le début de votre carrière professionnelle. Donc, comment est-ce que vous en êtes devenu à devenir professeur, dans le fond, ici à l'UQAM? Et merci de l'invitation. C'est pas juste professeur, c'est professeur en psychologie communautaire. Alors ça donne des parcours toujours un peu spéciaux par rapport à mes collègues qui sont dans des disciplines plus connues, disons, là, où il y a des tracks qui sont un peu plus organisés pour nous. En psycho communautaire, on vient tous d'horizons un peu différents. Moi, j'ai été formé en psychologie clinique en France. OK. J'ai une maîtrise et en sortant de là, j'étais comme très jeune à l'époque au niveau maîtrise, donc j'ai continué avec une autre maîtrise de recherche spécifique. On a des diplômes de maîtrise en recherche en France et là j'ai commencé à travailler comme assistant de recherche dans un hôpital psychiatrique au sein duquel il y avait un labo de recherche sur lequel on questionnait un peu l'accès aux services ou le rapport entre les usagers puis les services qui étaient offerts en psychiatrie. Et là, c'était en l'occurrence entre la psychiatrie et la toxicomanie. Et puis, je me suis vite rendu compte que pour répondre à toutes les questions que j'avais sur le parcours des usagers, le rapport des personnes avec les services, la qualité de service, il me manquait des outils. Je n'avais pas été formé à l'analyse des services ou l'analyse des enjeux d'équité aussi au sein de ces services-là. Donc là, c'est pas une blague, je suis allé en ligne sur un truc qui s'appelle Google. J'ai tapé toutes mes questions et puis là, il y avait peut-être un site web de la section communautaire à l'UQAM. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On doit être en 2004 ou 2005 à l'époque. Puis là, je suis tombé sur la section de psychologie communautaire à l'UQAM, qui est la plus ancienne, ou quasiment la seule aujourd'hui, en tout cas en francophonie. Mais qui a donné la première docteure, toute discipline confondue, de l'UQAM. Francine Lavoie, qui est maintenant à la retraite, sous la supervision de Camille Bouchard. Et donc, la section date quand même. Et là, j'ai commencé à prendre contact avec ceux qui sont maintenant mes collègues dans la section. Et je me suis progressivement formé à ça. Entre-temps, je suis allé faire un doctorat en psychologie sociale, toujours en France, où il y avait des tentatives de structurer la psychologie communautaire, mais qui n'ont jamais abouti. Du tout, non. On est toujours à la même place qu'il y a 20 ans. Après ce doctorat, j'ai commencé à faire des activités un peu plus de promotion de la psychologie communautaire en France. Je me suis rapproché de l'UQAM, où je suis devenu professeur associé en 2011. Et quand il y a eu l'opportunité d'avoir un poste en 2015 ici, j'ai postulé, puis j'ai eu la chance de l'avoir. Donc ça va faire... je termine ma 10e année à l'UQAM. Félicitations! Mais super! Il y a déjà plein de questions qui me viennent en tête, mais j'aimerais ça qu'on commence parce que, comme vous l'avez dit, c'est peut-être un petit peu moins connu, la psychologie communautaire. Donc, dresser un portrait vraiment global pour les étudiants qui sont peut-être un petit peu moins familiers, puis peut-être dire un petit peu qu'est-ce que qui vous a interpellé, qui vous a intéressé en particulier de cette approche-là. Oui, c'est toute une histoire de psychologie communautaire en interne. J'imagine que c'est la même chose pour toutes les disciplines, mais on a beaucoup de psychologie communautaire dans la psychologie communautaire. Puis on a des personnes qui disent que, grosso modo, déjà pour vous donner la ligne de fond, c'est des personnes qui travaillent davantage avec leurs valeurs comme point de départ des motivations à faire de la recherche, à faire de l'intervention. Donc les enjeux d'équité, de justice sociale,
sont vraiment au cœur de ce qui nous intéresse. Et certaines personnes vont rester un peu proches des disciplines qui existent pour aller faire des programmes de prévention, de promotion de la santé, qui se rapprochent un peu de la santé publique d'une certaine manière. La psychologie et la santé publique ont un peu ce point d'accroche avec la psychologie communautaire. D'autres vont aller reconnaître la psychologie communautaire à partir du moment où on travaille avec les communautés pour essayer de construire finalement des sources de connaissances sur la base des problématiques vécues et pas sur ce que la théorie ou la recherche nous apprennent. Donc ça, c'est vraiment plus de la mobilisation communautaire ou de l'épistémologie drivée par des liens avec les communautés. Et moi, je me situe un peu au milieu de tout ça. Je ne travaille pas directement avec les communautés. Moi, ce qui me préoccupe dans la vie, dans ma vie professionnelle tout le moins, c'est les inégalités sociales et la manière dont on les gère en tant que société à travers nos institutions. Ça veut dire que parfois, on a des institutions qui sont en charge de réduire les inégalités, mais moi, je trouve qu'elles les promeuvent bien souvent. Et elles n'ont pas beaucoup d'outils pour analyser les processus de production ou de réduction des inégalités sociales. Puis ça me paraît vraiment intéressant de m'inscrire ici. Et donc, du coup, on s'accroche à la psychologie communautaire où on respecte tous les enjeux de valeurs, de culture liés à la psychologie communautaire, très horizontale. Pas du tout dans la recherche, disons, de capital symbolique au sens de l'académique qui veut rester dans le mainstream et publier des CV et aller se faire... En fait, avec ce que vous dites, il me vient une question en tête. Vous avez dit que vous travaillez en fait beaucoup avec les communautés. Puis, vous avez dit aussi que vous aviez comme une formation aussi en tant que clinicien, je pense que c'est ça en France. Donc, juste pour mettre au clair, quand on est psychologue communautaire, on ne fait pas de psychothérapie. Non. Si je ne me trompe pas. Mais certains collègues en font séparément. Disons, moi, ça m'arrive aussi de former des personnes qui vont terminer ou commencer du moins leur parcours professionnel en psychoclinique, mais qui sont inspirés par le communautaire. Puis ça donne des personnes qui sont capables de mener les deux de front. Donc des psychologues cliniciennes un peu inspirés par les pratiques communautaires. Ça fait des choses vraiment intéressantes, des pratiques un peu différentes dans les institutions aussi. OK, super. Puis, en fait, vous avez parlé, dans le fond, on peut travailler auprès des communautés. Il y a aussi comme la promotion de l'égalité là, dans les services. Donc, quels sont les différents secteurs d'activité possibles pour un psychologue communautaire? Le premier celui dont je parlais à l'instant, disons, les cliniciens inspirés par les pratiques communautaires, ça fait partie des principales pistes explorées par nos étudiants dans la section. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont on doit se réjouir ou se méfier parce que du coup, ça peut aussi diluer la psychologie communautaire. Les personnes qui embrassent vraiment la carrière de psycho-communautaire et qui vont faire, par exemple, leur stage d'évaluation ou leurs internats à l'UQAM dans le champ de la psychologie communautaire, derrière, peuvent soit travailler dans les institutions pour essayer de changer les choses un peu de l'intérieur, soit travaillent souvent comme soit chercheurs, évidemment, soit consultants. Nous, on a une assez grosse activité de conseil auprès des institutions qui sont un peu perdues et qui viennent chercher auprès de nous des outils pour essayer de comprendre comment faire au mieux pour rejoindre leurs valeurs ou leurs objectifs. Ça, c'est quelque chose pour lequel on est relativement connu en évaluation de programme ou en conseil, parfois même conseil stratégique pour les institutions. Super. Puis, super. En fait, est-ce que vous avez des exemples de tâches concrètement dans une journée qu'on pourrait être amené à faire dans ces différents secteurs-là? Peut-être vous en particulier, qu'est-ce qu'une journée typique pourrait ressembler? Alors, on travaille avec moi, je travaille avec beaucoup d'institutions différentes. J'ai une partie de recherche, j'ai une partie, en dehors de mes tâches d'enseignement, j'ai une partie de recherche, puis j'ai une partie de conseil. Dans tous les cas, on va travailler un peu sur le long terme avec tout le monde. C'est-à-dire que les gens avec lesquels on travaille, mettons, moi, je peux avoir des services publics en petite enfance. Mon champ, c'est la périnatalité et la petite enfance. Des services en petite enfance qui viennent me voir en disant nous, on a le sentiment qu'on a des enjeux, mettons, d'accès dans nos services qui... toutes les personnes n'ont pas la même capacité d'accéder à nos services. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je ne sais pas lire cette situation-là. Ça va prendre de l'analyse pour nous, du contact pour comprendre leurs problèmes, comment eux et elles le formulent pour qu'on puisse être d'accord là-dessus. Puis ensuite, se mettre au clair sur les tâches d'analyse. Et puis, cette analyse-là, c'est avec des méthodes un peu habituelles de recherche. On fait des entrevues, des analyses. Puis ensuite, on essaie de les accompagner à changer. On ne fait pas juste du descriptif, on essaie aussi de les accompagner à changer leurs pratiques pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Ici, dans mon exemple, l'accessibilité et l'équité. Donc, vous diriez que les acteurs puis les organismes avec qui vous travaillez, ça varie vraiment
selon vos intérêts? Ou c'est quoi, par exemple? Alors, on essaye de faire en sorte que les gens fit un peu avec ce que nous, on aime faire dans la vie. Et puis, c'est une grande question, finalement. Quand on a une institution qui vient te voir et qui a des valeurs qui sont un peu éloignées des tiennes, est-ce qu'on est down d'aller les accompagner au risque de se faire instrumentaliser? C'est toujours un enjeu pour nous. Là, j'ai travaillé il y a les dernières années avec plusieurs organismes qui n'étaient pas vraiment dans le même... qui ne portaient pas les mêmes valeurs que moi, mais je voyais que parfois leur manière d'appréhender certains problèmes dans les relations de genre, notamment, ou les relations sociales, la manière d'appréhender les choses était différente des miennes, et je me disais peut-être en y rentrant je vais pouvoir changer les choses de l'intérieur, mais c'est toujours une tâche un peu dangereuse parce qu'on peut se faire... Puis vous dites, dans le fond, vous dites que les organismes vous approchent, mais est-ce que ça peut arriver aussi que vous détectez, par exemple, des limites dans les systèmes ou autre chose, puis que vous les approchez? On est un peu comme ça aussi. On est un peu collant parfois aussi. En marge, moi, je travaille donc en périnate et en petite enfance. Et dans le champ de la périnate, depuis plusieurs années, on s'intéresse dans mon équipe beaucoup à la question des violences obstétricales. Et c'est pas les hôpitaux qui vont venir nous voir pour dire tiens, on a peut-être un enjeu avec les violences. Donc c'est nous qui avons, par nos expériences personnelles ou de recherche, été confrontés à des enjeux de cette nature-là, qui du coup essayant de structurer une pensée qui soit acceptable par les hôpitaux, donc une pensée qui soit pas les bons et les méchants, mettons, quelque chose d'un peu clivant comme ça, parce qu'on veut changer les choses au final, on veut pas juste décrire qui a raison, qui a tort, donc pour changer les choses, faut que tu sois un peu comme... que tu comprennes aussi qu'il n'y a pas forcément de mauvaise intentionnalité derrière un hôpital qui va juste protéger ou en tout cas faire un peu d'omerta sur la question des violences obstétricales. Donc oui, en ce moment, on discute avec beaucoup d'hôpitaux pour essayer de voir dans quelle mesure ils seraient partants pour faire avec nous des projets qui contribuent à mieux comprendre les processus à l'origine de ça pour les résoudre, évidemment. Je me demandais justement, vous dites que des fois, vous approchez justement des milieux pour potentiellement proposer des solutions puis travailler ensemble. Je me demandais comment c'est perçu habituellement. J'imagine que ça peut changer, mais quand vous faites les premiers pas vers un milieu, dans le fond, comment est-ce qu'ils perçoivent cette approche-là de votre part? La manière qu'on a de comprendre ça en ce moment, elle est très inspirée par la psychodynamique, la psychanalyse. On a l'impression parfois que ce qu'on fait avec les organismes est très semblable à ce qu'on fait en consultation psychothérapique. Les gens arrivent puis ils vont être très superficiels avec nous. Genre, j'ai du mal à dormir. Là, les organismes vont nous dire peut-être que nos objectifs ne sont pas super bien répondus. Donc, le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas sur tel indicateur qui n'est pas super accessible. Profond, Mais derrière, on va les allonger, on va leur dire racontez-moi votre enfance d'organisme. Et puis, à travers ça, pourquoi vous existez? C'était quoi à l'origine ce que les fondateurs voulaient faire de vous? Qu'est-ce qui a changé au cours du temps? Quelles ont été les tensions qui ont été résolues, pas résolues, etc. Et puis là, on comprend mieux davantage de choses. Et souvent, on a des mécanismes de défense dans les institutions. Quand les gens ne savent pas où ils s'en vont, moi, je travaille beaucoup en ce moment en protection de l'enfance. En protection de l'enfance, la drive derrière, elle est telle, et puis les enjeux sont tellement émotionnellement chargés que c'est très difficile pour des services qui n'atteignent pas leurs objectifs, mettons. On sait le nombre de signalements qui sont en attente d'évaluation à Montréal, par exemple. C'est très difficile de poser le problème correctement parce que c'est trop anxiogène pour l'organisme et à l'intérieur de l'organisme pour les gens en particulier. Donc, quand on les approche, on doit y aller tout doucement. Parce que si on arrive, comme si on était un gros cabinet de conseil, en leur disant, mais regardez, nous, on va vous imposer notre manière de voir les choses et notre manière d'organiser la réponse, ils vont se braquer, on va tous travailler très bien, tout le monde sera satisfait, mais on va avoir une réponse très superficielle à un problème qui est beaucoup plus profond. Tandis que si on laisse vraiment les émotions se gérer, se métaboliser, derrière, on va avoir des conversations plus authentiques avec peut-être des solutions qui vont nous échapper dans un premier temps, mais au moins, on va se parler authentiquement. Puis nous, c'est ce qu'on recherche vraiment en psychocom avec les organismes, c'est de pouvoir avoir vraiment une discussion sur ce qui ne fonctionne pas, même si on n'a pas les solutions ou si les solutions ne nous plaisent pas. Puis j'imagine que par contre, ça va être quand même difficile à gérer entre, dans le fond, les intentions puis les objectifs des organismes, mais aussi des communautés, de vraiment, tu sais, par exemple, quelqu'un qui travaille avec certaines communautés précises, de respecter les besoins des communautés exactes, puis ceux de... Ouais. C'est d'autant plus difficile pour moi. Donc, je travaille souvent avec des organismes à très large échelle, disons, des très gros territoires ou des ministères au complet. Puis, c'est sûr que là, on a des gens qui ont été formés dans la formation de l'administration publique. Donc, des gens qui sont là pour administrer des personnes qui existent plus ou moins dans leur tête. Tu vois. Et mettons, protection de l'enfance, les ministères... n'ont de cesse que de dire des grandes phrases qui, pour moi, sont très creuses, tu sais, comme
remettre l'enfant au cœur du projet, qu'il va falloir Ouais. associer toutes les parties prenantes, qu'il Paraissent faut bien. ouais, c'est ça, qui paraissent bien, mais qui peuvent représenter une grosse politique dans leur tête. Mhm. Simplement, quand on arrive dans un foyer d'accueil ou dans des familles d'accueil ou dans juste le quotidien des professionnels de la DPJ, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. C'est sûr. Donc, on a à faire concilier différentes positions. L'objectif, au final, c'est la santé des professionnels, la santé des familles, la santé des enfants, au sens le plus large du terme de la santé. Mais C'est un beau défi. ouais, c'est ça. Il faut concilier, puis on est obligé d'être très authentique. Si les positions ne sont pas conciliables tout de suite, on ne va pas essayer de lisser ou de contourner le problème. On peut adresser les problèmes frontalement, sans être agressif ou sans que tout le monde décompense. On Oui. on veut vraiment le changement social à la fin de la journée. Donc, pas à n'importe quel prix, disons. Mais on veut vraiment faire en sorte que les gens qui ne se comprennent pas se comprennent. Et notre job, à nous, en tout cas dans mon lab, c'est d'aborder ça par l'axe des services publics. Puis, je me demandais justement, là, on a parlé de l'importance de concilier justement les besoins puis les attentes, dans le fond, du milieu, puis des organismes. Mais je me demandais aussi, quand on rajoute une couche supplémentaire, par exemple, vous êtes chercheur à l'université, dans le fond, vous avez des fonds de recherche. Donc, quand vous menez une recherche, comment vous faites pour concilier, dans le fond, et les intérêts de l'université ou des bailleurs de fonds, puis les intérêts de la communauté? Comment vous faites pour, dans le fond, faire le médiateur entre tout ça? C'est une très bonne question. La manière dont l'université est organisée, au sens large, l'université, pas l'UQAM, mais toutes les universités, et notre rôle de chercheur, si on veut le faire très mainstream, disons, consiste à souvent aller chercher des fonds en proposant des méthodologies qui ne sont pas trop subversives pour faire des choses qui permettent de publier des articles dans des revues. Donc, si tu veux publier ton article dans la revue, il faut que la revue l'accepte. Et pour que la revue l'accepte, il faut que ton article ne soit pas trop subversif. Donc, pas trop de prise de position pour, au final, faire quoi? C'est-à-dire remettre une ligne sur nos CV ou faire un rapport de recherche. Donc, le côté très mainstream est très promoteur de statu quo en matière d'épistémologie ou de manière de comprendre notre rôle social d'universitaire dans la vie. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de fonds de recherche. Je ne finance pas beaucoup ma recherche là-dessus. Je finance beaucoup ma recherche par des contrats privés aussi, puisque l'UQAM nous offre la possibilité d'avoir d'un service à la communauté sous la forme de conseils, je le disais, ou de recherche qui sont financés dans le privé. Oui, j'ai quelques fonds de recherche, mais je ne cours pas après parce que c'est vrai que souvent, on est confronté à des manières de faire qui nous obligent à être beaucoup moins engagés que ce qu'on aimerait être. Donc, c'est une très bonne question parce que c'est pas facile à concilier le mainstream universitaire et des modes de financement avec la psychologie communautaire. Ouais. Puis la recherche est vraiment différente, j'imagine, de ce qu'on peut s'imaginer dans les autres approches. Comme vous, c'est plus la recherche participative sur le terrain? Oui. Alors, c'est sûr qu'on fait beaucoup de recherche interventionnelle, c'est-à-dire des étudiants qui vont avoir des projets d'essayer de changer la manière dont un service est proposé. Mettons, là, hier... je corrigeais un projet de recherche doctorale qui vise à implanter un programme qui accompagne les élèves de secondaire allophones et les élèves de secondaire francophones à se rencontrer, puisque le Québec a vraiment deux parcours très parallèles qui, au final, vont se rencontrer, mais qui ne sont pas préparés. Donc, le constat de l'étudiante était que c'est un enjeu de ne pas avoir des éléments de préparation, puis les besoins, finalement, des uns et des autres sont imaginés par le gouvernement. Donc, le gouvernement dit les gens ont besoin de ça. Mais il n'y a pas vraiment d'analyse de besoins qui ont été faite. Donc, le travail, c'est analyser les besoins, transformer ces besoins en pistes de solutions, puis implanter les solutions, puis évaluer les solutions. C'est ce genre de choses qu'on fait, ce qui fait que ça prend du temps. C'est jamais gagné. Tu ne fais pas ça sur des gros échantillons d'amphithéâtre d'étudiants du bac, là, ce qui est très bien, louable pour un certain nombre de choses, mais pour nous, ça ne servira à rien. Donc, ça prend du temps, c'est jamais gagné. On ne fait pas des thèses extrêmement rapides en communautaire pour cette raison-là, bien souvent. Maintenant, l'impact social est tel que c'est sûr que ça nous stimule. Puis aussi, considérant, vous avez un petit peu abordé le fait que les projets sont souvent très longs, puis vous vous attaquez vraiment à des structures sociales souvent bien ancrées dans notre société. Comment est-ce que vous faites pour garder quand même la flamme puis la motivation de persévérer dans ces projets-là, parfois qui peuvent s'étendre et... qui comportent leur lot de défis. Là. Je poserais la question dans l'autre sens. Je ne sais pas comment je ferais dans d'autres sous-disciplines parce qu'on est énervé bien souvent. C'est vraiment très on est tout le temps excité. On est souvent énervé.
Puis, c'est vrai que... Une motivation profonde. Oui, clairement. Ça. Oui, mais en même temps, tu t'adresses à des vraies affaires. Là. On n'est pas en train de se raconter des choses très théoriques. Non. On deal avec C'est une nécessité aussi, fait que j'imagine que... Oui, on parle des choses qui... Dans notre cadre universitaire, on parle des choses qu'on va retrouver aussi dans notre vie, personnelle. Les enjeux de protection de l'enfance, c'est out there, c'est dans la ville que ça se passe. Les enjeux de violence obstétricale, on les a vécus nous-mêmes, pas moi-même évidemment, mais les enjeux de prévention précoce, ça nous concerne en tant que parents. C'est des choses qu'on voit dans la vie et puis on est souvent, c'est ça qu'on ramène en fait à l'université. C'est nos expériences de vie, généralement pas les meilleures. On se dit, OK, là, clairement, moi, j'ai bénéficié de telle affaire parce que je suis super privilégié. Mais qu'est-ce qu'il advient si jamais j'ai des facteurs de vulnérabilité? Puis on rajoute une perspective un peu intersectionnelle là-dessus. On se dit, il y a des gens dont je ne peux même pas imaginer le vécu. OK, on va s'adresser aux structures en arrière de ça. Je repense à ma question des violences obstétricales. Si on a une perspective intersectionnelle sur cette question-là, on ne peut plus penser à autre chose. En fait, au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe que je ne vois même pas? Parce qu'il y a de l'invisible là-dedans. Moi, j'ai mon parcours de personnes adultes qui naviguent dans des systèmes avec tous les privilèges dont je peux jouir du matin au soir, notamment en littératie par rapport à... Je comprends ce qui se passe. Et parfois, je ne suis pas capable de me défendre tout en comprenant. Je me dis, si je ne comprends pas en plus, si ce n'est pas fait pour moi, si ce n'est pas fait à mon image, qu'est-ce qui va se passer derrière? Non, c'est sûr. Puis j'aimerais ça que vous entendiez un petit peu sur le rapport intervention versus prévention, parce qu'on sait qu'en psychologie communautaire, c'est beaucoup dans la prévention. Donc peut-être nous expliquer un petit peu c'est quoi la prévention contrairement à l'intervention. Oui, c'est quelque chose qui est... Je vais essayer de faire une réponse pas trop compliquée, mais c'est habituellement là où on voit la psychologie communautaire. Il y a des gens qui définissent la psychologie communautaire en disant, nous, on veut arriver en amont du curatif et en faire de la prévention. Moi, je ne le vois pas exactement de cette manière-là parce que je pense qu'il y a des manières de faire de la prévention qui peuvent être quand même très mainstream, qui peuvent quand même bénéficier aux personnes qui sont les plus privilégiées. Puis, c'est un de nos premiers axes de recherche dans mon lab, de décrier un peu les modes de prévention qui sont fondés sur la personne majoritaire et privilégiée, disons, et qui correspond aux manières de soigner. Donc, finalement, le problème est pour nous à peu près le même, tant que ça exclut, tant que les manières de faire sont excluantes parce qu'elles sont trop mainstream ou qu'elles profitent aux gens qui ont déjà beaucoup de privilèges, ce qu'on appelle chez nous l'effet Mathieu. On ne voit pas l'intérêt de faire de la prévention. Et donc, parfois, ce n'est pas à tout prix la prévention. C'est intéressant. Ouais, surtout quand tu peux dire, par exemple, mettons en protection de l'enfance, tiens, je vais mettre tel dispositif en place qui permet une ligne d'écoute, mettons un truc très classique. On va créer une ligne d'écoute téléphonique qui permettrait aux personnes qui sont en difficulté par rapport à leur parentalité d'appeler pour être soutenues. On pourrait voir ça comme quelque chose de très universel, de très bien, mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que c'est les gens qui sont qui ont déjà le haut du pavé, qui n'ont pas peur de se faire retirer leur enfant, qui vont appeler pour demander un conseil. Les personnes qui sont vraiment en difficulté ne vont pas le faire. On appelle ça de la prévention. Le gouvernement peut dire, nous, on a mis ce qu'il fallait en place. Maintenant, la conséquence, c'est que ça devient la responsabilité des parents. On n'adressera plus les causes structurelles du stress dans les familles. On n'adressera plus ces affaires-là. On a juste transféré la responsabilité au nom d'un programme de prévention. Et nous, psychologues communautaires, en tout cas dans ma veine à moi, ça vient nous chercher parce qu'on dit, on a instrumentalisé la prévention solide. Là, on n'a pas adressé les vraies affaires. On a juste payé quelque chose très, très light pour pouvoir responsabiliser les gens et se dédouaner notre responsabilité plus sociale et structurelle. Puis, en fait, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez mentionné au tout début de l'épisode. En fait, vous aviez mentionné que l'UQAM, dans le fond, est une des seules universités francophones là, à offrir, dans le fond, la psychologie communautaire, qui est vraiment comme une section là, au cœur de l'université. Puis même, je dirais, avant moi-même d'intégrer le baccalauréat en psychologie, en tant que citoyenne, j'ignorais complètement que c'était une branche possible de la psychologie. Donc, diriez-vous, je me doute un peu de la réponse, mais diriez-vous que la psychologie communautaire est assez valorisée dans le milieu académique, puis dans le fond, dans la société ou sur le point de vue professionnel aussi? C'est vraiment une bonne question. Assez, je ne sais pas, c'est assez non. Je vais dire non parce que sinon, je vais me faire taper par mes collègues. Si je dis que mais c'est la seule université, ce n'est pas une des seules, c'est la seule université où on a une section, puis on est comme 7, puis avec nos propres associés, on doit être une quinzaine ou une vingtaine. Donc, on est quand même assez nombreux à l'UQAM, mais ça n'existe plus ailleurs. À Ottawa, il y a une section psychologie communautaire. À Laval, elle n'existe plus. Et en France, et en Belgique, et en Suisse, il n'y en a pas. Donc,
On est les seuls, on est le centre du monde francophone en psychologie communautaire. Est-ce que c'est assez valorisé? Du coup, je pense que non. On a un enjeu. Là, je reviens de France hier et puis je parlais du livre. Les gens étaient vraiment intéressés, les psychologues. Il y a comme un besoin, mais ça s'inscrit difficilement à l'université. Puis la raison principale pour laquelle on a du mal à ancrer ça à l'université, c'est la raison que j'évoquais tout à l'heure au sujet de nos CV. C'est pas facile de publier rapidement en psychologie communautaire. C'est pas facile de publier des choses qui se décalent un peu tout en étant financées. Et vous le savez, là, la publication, pour nous, c'est notre capital principal. Donc, on a besoin de rester là-dedans. L'UQAM permet quand même, ça, je tire mon chapeau quand même à l'université pour nous permettre, nous autres profs, d'être évalués sur la base de toutes nos productions, pas juste des articles scientifiques. Donc, ça nous permet, mettons, de faire des rapports de recherche qui sont valorisés dans notre parcours de carrière, etc. Mais c'est sûr que, par exemple, moi, aujourd'hui, qui n'ai pas réclamé de fonds mainstream, parce que je commence à utiliser le mot souvent, depuis longtemps, je vais avoir du mal à en avoir maintenant parce que je vais être considéré comme un moins bon chercheur puisque je ne bénéficie pas de financement, parce que je préfère faire autre chose. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux aussi. Et du coup, les universités sont probablement pas très enclines à développer un peu plus la psychologie communautaire chez elles parce qu'on est, en tant qu'université au complet, évalué aussi sur les fonds de recherche qu'on évalue. L'UQAM est classé par rapport à ses concurrentes sur le nombre de dizaines de millions de dollars dont on bénéficie, comme si c'était la seule manière que l'université serve la société. On tourne un peu en rond parfois. Puis est-ce que vous diriez que la formation ici offerte à l'UQAM pour les étudiants en psychologie communautaire, elle est complète? Est-ce qu'il y a des éléments que vous pensez qui sont manquants? Elle est pas mal complète. On y travaille beaucoup. Le fait d'écrire des livres comme on vient de le faire collectivement nous permet de réfléchir aussi sur tout ce qu'on a envie de couvrir en psychologie communautaire puis de poser la question est-ce qu'on le couvre bien chez nous? Aujourd'hui, on est à un point assez intéressant. On peut toujours faire plus, évidemment. Mais les étudiants qui accèdent au doc, en tout cas, vont pouvoir, au contact de tous les profs, dépendamment de leur engagement, évidemment, mais quand même bénéficier d'une très bonne vision sur la manière de changer le monde quand on est psychologue. Et ça fait quand même plusieurs années qu'on fonctionne bien. On a beaucoup travaillé aussi pour avoir de la cohérence dans notre section. Puis là, on a atteint un seuil qui est quand même vraiment intéressant. Ouais, je suis vraiment content en ce moment. Puis, pour revenir un petit peu, je crois avoir compris que, en fait, il y a certaines universités qui avaient auparavant là, un petit peu de psychologie communautaire, puis qu'avec le temps, c'est quelque chose qui a disparu. Donc, est-ce que vous pensez que la psychologie communautaire, c'est quelque chose qui est appelé à se développer ou au contraire, est-ce qu'on remarque un certain mouvement vers l'arrière? C'est une super bonne question. Je ne le sais pas. Mouvement vers l'arrière, je ne pense pas. C'est très personne dépendant. OK. À nouveau, si on se dit qu'on va s'engager là-dedans, donc c'est comme un poids un peu plus important dans nos carrières de se dire je vais faire ça plutôt que d'autres formes de psycho, c'est quand même sur tes épaules. Donc, le jour où il y a une ou deux ou trois profs qui font ça, c'est le fun, mais quand il y en a une ou deux qui partent à la retraite, comme ça a été le cas à Laval, et du coup, la dynamique de groupe tombe. Elle n'est plus là après. Donc, il y a des profs qui font de la psychologie communautaire. Maintenant, pour en faire quelque chose qui, dans la tête des étudiants, soit un tout cohérent, ou, comme en psychosocial, ou en psychoclinique, ou en neuropsy, il faut qu'il y ait plusieurs personnes au même moment qui fassent la même chose. On a eu la chance d'avoir ça à l'UQAM il y a déjà des dizaines d'années, et ça n'a jamais cessé parce qu'on l'a toujours entretenu. Mais quand le feu tombe, il faut quelqu'un pour faire repartir le feu. Donc, je comprends que le futur dépend vraiment de la relève, là, dans le fond, des étudiants absolument, en ce moment. Absolument. Et puis, il y a beaucoup d'étudiants dans les dernières années de la section. Là, je pense que l'année dernière, on a 5 très récemment diplômés qui ont eu des postes de profs. Oh, wow. Donc, c'est encourageant. Ouais, c'est très encourageant. Ouais. Donc, dans cette optique-là, d'encourager les gens à s'impliquer en psychologie communautaire, est-ce qu'il y a des mythes ou des idées fausses que vous aimeriez un petit peu déconstruire par rapport à cette approche-là? Je ne sais pas si vous en avez en tête. Je me demande bien qu'est-ce qui traîne comme mythe, le truc. C'est parfois un peu le décalage. On n'est pas toujours au courant de ce que les gens imaginent. La psycho communautaire, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui concerne la prévention, la promotion de la santé. Ça, je veux être assez clair là-dessus parce que ça ne veut pas dire que ça n'a rien à voir. Mais c'est pas uniquement ça. Mais ça dépend des valeurs qui sont en arrière de ça. Comme je donnais avec mon exemple du numéro de téléphone pour prévenir les maltraitances. Si ce genre d'exemple-là vient vous chercher au sens on a un problème socialement à faire ce genre de folie, dans ce cas-là, bienvenue en psychologie communautaire. C'est des choses qui nous rendent un peu le monde intolérable. Puis c'est avec ça qu'on vient.
Ma collègue Janie Houle dit un bon psychologue communautaire, c'est une tête de cochon. Et puis c'est vrai, elle a raison. Il faut ça. Il faut être un peu insupportable. Okay. Il ne faut pas se laisser convaincre facilement. Il faut être un peu hargneuse ou hargneux pour faire valoir son point. Et en même temps, avoir de la rigueur scientifique, de la méthodologie, de la diplomatie pour essayer de faire en sorte de changer les choses. Parce qu'on ne va pas juste crier en imaginant que les gens vont s'ajuster à ce qu'on veut. Donc, l'idée fausse, ce serait d'imaginer quelque chose proche du mainstream. Okay. Je ne sais pas si je vous ai dit ce mot déjà. Le mot qui est utilisé. C'est ça. C'est mainstream, mais d'habitude, je dis statu quo, mais c'est un peu la même affaire sur le... Ça ressemble à la santé publique, ça pourrait de l'extérieur avoir un peu la forme de la santé publique, c'est pas du tout de la santé publique au sens où nous, on n'est pas dans le descriptif ou de l'interventionnel fondé sur des données probantes, mettons. La notion de données probantes, pour moi, elle fait aucun sens. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais on publie aussi, puis on communique beaucoup là-dessus aussi en disant, vous avez des modes de production des connaissances qui vous aident à comprendre le monde, que vous pouvez faire complètement autrement. On ne nous a pas appris ça en psycho habituellement. On nous a dit, ben voilà, la vie, c'est comme ça. D'ailleurs, les données scientifiques le prouvent. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis quand on commence à regarder un peu plus, qu'on fait des méthodes plus inspirées par le Kelly, par l'ethnographie, on découvre le vrai monde. Et là, on se dit, mais c'est ce que je connais dans ma vie à l'extérieur de l'université. D'un coup, je vis la même chose. Et puis là, il y a un sentiment de congruence par rapport à pourquoi je suis là en train de faire de la psycho communautaire. Je ne réponds pas à la question en disant ça, mais c'est super intéressant. La psychologie communautaire est intéressante. Mais on arrive avec nos valeurs, on regarde le monde à l'extérieur, il y a des choses qui viennent vraiment nous prendre aux tripes, puis on se dit, OK, moi, je vais adresser cette affaire-là avec rigueur et avec mes valeurs. Je ne vais pas juste me contenter, beaucoup de guillemets, les programmes de prévention, je suis content qu'ils soient là bien souvent, mais de faire des affaires qui ressemblent à ce que d'autres font aussi. Je veux toujours me distinguer un petit peu. Par contre, la chose qui est certaine, c'est qu'on n'aura pas le prix Nobel de méthodologie ou de rigueur qui sont décernés par les organismes qui valorisent d'autres chercheurs que nous. C'est pas très grave. Super, mais c'était super intéressant. Ça répond bien à la question, je pense. Oui, définitivement. Puis, en fait, bien évidemment, c'est un monde très, très vaste, mais je pense qu'on a réussi à dresser un portrait quand même bien complet là, de la psychologie communautaire. Du moins, ça donne une bonne idée. Puis, donc maintenant, on le voit sur la table. J'aimerais qu'on parle un petit peu. Dans le fond, vous avez récemment participé à la rédaction d'un nouveau livre de référence en psychologie communautaire qui s'intitule « Psychologie communautaire, réflexivité, action et justice sociale ». Donc, pourriez-vous nous parler un petit peu, dans le fond, de l'origine de l'idée? Dans le fond, pourquoi vous êtes lancé dans ce projet-là? Alors, on s'est lancé parce que les presses de l'Université du Québec nous l'ont demandé. Et puis là, c'est vraiment génial. Comme je vous le racontais avant qu'on prenne l'antenne, là, on m'a contacté alors que j'avais un bébé de 10 jours dans les bras. Je ne devais pas avoir dormi 3 heures dans ces 10 derniers jours. Et quand notre éditeur m'a fait cette proposition, j'ai vraiment eu la tentation de dire non. Mais son argument, c'était de me rappeler qu'il y a 13 ans, aujourd'hui, là, j'avais publié un premier livre, une première introduction en psychologie communautaire, plutôt à l'attention d'un public français. Le temps passant, j'en étais vraiment insatisfait parce qu'on n'avait pas adressé vraiment les valeurs en arrière de ça. Puis les enjeux de réflexivité, de justice sociale n'étaient pas assez au cœur de ce livre-là. Et donc, lui m'a présenté ça comme une mise à jour. Puis là, ça m'a paru intéressant, finalement, de faire un bouquin UQAM. On ne va pas se le cacher, la section de psychologie communautaire de l'UQAM est plutôt à gauche. Politiquement parlant, avec des valeurs qui sont les nôtres, on ne passe pas inaperçu habituellement. Et donc... Mon ambition, ça a été déjà de faire ça avec ma collègue et amie Cécile Bardon et de réunir autour de nous 7 autres autrices et auteurs, toutes issues de l'UQAM, de la section communautaire, pour se dire on va faire un bouquin qui parle de la psychologie communautaire sur son angle très réflexivité. C'est-à-dire qu'on va aborder des notions comme le pouvoir et l'oppression, comme la manière dont la psychologie va produire des systèmes d'oppression. La discipline psychologique, celle qui se veut un peu émancipatrice par moment, non, pas du tout. Parfois, elle est très oppressante elle-même. Comment le féminisme inspire nos pratiques. Comment on peut chausser des lunettes communautaires pour voir le monde et voir au-delà de ce qu'on nous présente comme étant la vérité, puisque c'est fondé sur des données probantes. Et on a adressé toutes ces choses-là dans 10 ou 11 chapitres qui sont tous écrits à deux,
ou 3 personnes. On se les est relus les uns les autres. On a vraiment fait un bouquin très homogène, dont on est très, très content parce qu'il reflète vraiment bien cette manière de faire de la psychologie communautaire québécoise, UQAMienne, mais qui peut vraiment servir toute personne, qu'elle veuille être psychologue communautaire ou non d'ailleurs. Je pense que n'importe quel psychologue devrait En fait, regarder là-dedans en disant, tiens, est-ce que moi, en Oui. tant que psychologue, clinicien, systémicien, neuropsy, même neuropsy, j'invite mes collègues neuropsy à lire ce bouquin-là, est-ce que j'apprends des choses sur ma manière de faire de la recherche? Puis, en fait, c'était ma question, c'était à qui ça s'adressait? Est-ce que vous diriez que ça s'adresse aussi aux étudiants? Est-ce que ça peut être un manuel qu'on va retrouver dans nos cours en psychologie communautaire? Je pense que ça va être un manuel qui va Ok. se retrouver dans Ouais. tous les cours de psychologie communautaire, je le souhaite, parce que les personnes qui nous ont lu des extraits déjà nous ont dit « Waouh, effectivement, je ne pensais pas que j'avais le droit de penser comme ça. » OK. Ça, c'est super intéressant. Là, je reviens d'une conférence en France qui portait sur l'attachement. On m'avait invité à parler de la manière dont on promeut l'attachement dans les systèmes, dans les services publics en France. Puis, je me suis rendu compte, après 2 jours de colloque, qu'on avait parlé exclusivement des relations, mettons, mère-enfant, OK. pour parler du développement précoce de l'enfant. Puis, tout le monde prend ça pour acquis, mettons. Puis moi, en tant que psychologue communautaire, inspiré par mes collègues féministes et par ce qu'on m'a fait lire que je connaissais mal, aujourd'hui, j'ai plus un réflexe critique. Et puis, je ne vais pas prononcer trop le mot critique, mais c'est vraiment ce qui nous drive en matière universitaire. Là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette manière de produire de la connaissance qui exploite la moitié de la population, probablement pour le bénéfice indirect de l'autre, donc les femmes versus les hommes, pour dire, tiens, un enfant, ça doit être exclusivement élevé dans le cadre d'une relation duelle avec sa mère. Puis du coup, toutes les recherches vont porter là-dessus. Puis du coup, comme les recherches portent là-dessus, on a l'impression que ça devient une vérité, puis qu'on va devoir refaire de la recherche là-dessus pour prouver les problèmes. Et c'est une espèce de cercle complètement vicieux, mettons, qui dessert vraiment les femmes, mais que... Et si on lit ce bouquin-là, on va trouver beaucoup de points de repère pour essayer d'analyser la situation en disant « Ah, OK, mais la manière de produire de la connaissance est problématique, les rapports de pouvoir sont problématiques, les rapports de genre, évidemment, sont problématiques, la théorie en arrière du développement précoce de l'enfant est problématique et devrait être mise à jour. Et donc, à qui ça s'adresse ce bouquin? Ça s'adresse aussi aux gens qui travaillent sur l'attachement, mettons. Et je pense qu'en neuropsy, on va avoir la même affaire. Puis, dans les enjeux de relations intergroupes, on va avoir le même genre d'enjeux qui peuvent trouver une réponse à l'intérieur de ça, parce que souvent, les gens nous disent « Moi, je ressens un peu un malaise, une tension interne. Je vois bien que ce que je fais, elle est inspirée par la science ou ce qu'on me dit qu'est la science, mais j'aimerais en faire autrement, ou j'aimerais contribuer autrement au débat ou à la problématisation. » Puis là, on trouve des outils. Ça a l'air très théorique, dit comme ça, réflexivité, action et justice sociale, mais ça aide à dérouler la pensée. Donc, dans le fond, j'en comprends que ça s'adresse autant aux étudiants à l'école, donc au baccalauréat, au doctorat, qui sont destinés à devenir psychologues, communautaires ou non, mais aussi ceux qui sont déjà sur le terrain en tant que psychologues, ils peuvent gagner. Définitivement. Puis je pense que nous-mêmes, autrices et auteurs, on va avoir intérêt à le relire encore et encore, parce que c'est bien qu'on est sur le pas. Quand on prend le temps d'écrire, on se dit qu'on va être des gens très vertueux, qui allons travailler de la bonne manière, mais finalement, dans notre pratique au quotidien, on retombe toujours un peu dans le même genre d'écueil parce qu'on a des tensions à résoudre. Et donc, ça va être... Oui, c'est un manuel de référence, à mon avis, qui va durer quand même un petit bout, parce qu'on l'a fait pour ça aussi. Puis, en fait, vous avez mentionné que ça sonne très théorique. Donc, juste pour nous donner une meilleure idée du contenu, est-ce que c'est vraiment de la théorie ou est-ce qu'il y a aussi peut-être des passages un petit peu plus pratico-pratiques? C'est très pratique. C'est très pratique. On parle des concepts clés, mais nous, on n'est pas en psychologie communautaire pour manipuler des concepts et débattre. On adore ça, mais plutôt avec de la bière et le soir entre nous. Là, pour ce bouquin-là, c'est pas ce choix qu'on a fait. On a dit, OK, voilà un enjeu, mettons le pouvoir, la notion de pouvoir puis d'oppression dans les relations intergroupes. Voilà ce que les 2 autres en disent. On vous donne quand même un peu de théorie, mais voilà de manière pratique comment ça se voit, comment on peut l'analyser. Puis on vous donne des exemples, puis on a des personnages un peu récurrents qui reviennent dans le livre, qui analysent elles-mêmes et eux-mêmes leurs problématiques. Donc non, il faut que c'est très dynamique comme lecture. C'est pas... Non, la seule raison, la condition que j'avais posée pour accepter ce projet de livre, c'était qu'on s'amuse en l'écrivant. Puis je pense je ne sais pas si on s'est amusé, oui, je pense qu'on s'est un peu amusé, mais on a eu beaucoup de plaisir à l'écrire, parce que ça correspondait vraiment à ce qu'on voulait faire et on avait envie d'avoir une dimension très pédagogique au scénario. Super, définitivement une lecture pour tous. Je pense que ça peut être bénéfique pour vraiment tout le monde. Et en fait, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu maintenant plus concrètement de votre laboratoire puis de vos intérêts de recherche. Donc, vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, mais si on peut revenir peut-être sur les causes sociales dans lesquelles vous êtes impliqués, dans le fond, vos intérêts de recherche. Puis, c'est ça. Donc, plus concrètement.
Alors, notre équipe de recherche qui s'intitule EPION au sein de la section communautaire, tout le monde, je pense, parmi les étudiantes au DOC en tout cas, travaille sur des thématiques différentes. OK. Mais on a un fil rouge qui est le rapport au service public et les inégalités sociales. Donc, on va avoir des personnes qui travaillent sur... Un portrait global. Oui, non, je ne vais pas tout dire, évidemment, là, mais les enjeux de violence conjugale en contexte lesbien. Comment les services publics sont faits dans un truc très hétérocentré, mettons, et c'est quoi les conséquences en matière de prise en charge quand on s'adresse à une population qui n'est pas hétérosexuelle. On va avoir des gens qui travaillent sur la prise en charge des très jeunes majeurs qui sortent de la DPJ. Okay. Qu'est-ce que la DPJ dit qu'elle va faire? Qu'est-ce qui se passe en vrai? Comment les bénéficiaires qui deviennent des itinérants, là, en l'occurrence, se remémorent leur parcours dans les services? On va travailler sur les services de promotion des relations allochtones-autochtones à travers de la formation aux personnes allochtones de la réalité du vécu des personnes autochtones. C'est quoi l'impact pour les personnes qui donnent les personnes autochtones qui donnent l'information? Okay. Donc, on est toujours dans une réflexion sur... On a une intention, un service a une intention de résoudre un problème. Est-ce que ce problème est vraiment résolu ou est-ce que c'était juste, je vais essayer de dire ça poliment, de la biais, ou est-ce qu'on a amplifié le problème? Donc, on a cette analyse critique des dispositifs publics, c'est ce qui nous drive pas mal là-dedans. Puis là, depuis très récemment, la semaine passée, on a une plus grosse équipe de 7 profs dans mon lab avec prof associés, où on a un focus vraiment sur inégalité sociale et santé périnatale. Okay. Donc là, on veut vraiment adresser un certain nombre de choses en santé périnatale, services de prévention, santé bucco-dentaire pendant la grossesse, violence obstétricale, gynécologique, tout un tas de thématiques qui vont avoir un axe inégalité sociale et on voulait vraiment se rassembler autour de nos pratiques un peu individuelles qui portent toutes sur la santé périnate, mais où on voulait vraiment prendre une coche dessus pour lire ça en matière d'inégalité sociale. Super. Donc, vous avez mentionné que le nom de votre laboratoire, c'est EPION, puis en fait que vous avez plusieurs projets différents. Donc, je me demandais, pour ceux qui aimeraient en apprendre davantage là, sur certains projets en particulier ou juste sur votre équipe en général, est-ce que vous avez des réseaux sociaux ou un site Internet? On a des réseaux sociaux et un site Internet, laboepion.ca. Okay. Très simple. On est aussi sur LinkedIn. Okay. Oui, on travaille beaucoup comme ça. Et puis là, vous pouvez accéder à tous les projets en cours du lab et à ceux qui peuvent concerner. On est en train de recruter pour le DOC en 2025 sur les enjeux de santé périnate. On cherche des personnes qui connaissent un peu le sujet pour nous aider sur notamment un projet de thèse sur l'analyse rétrospective des parcours dans les systèmes de santé jusqu'à l'accouchement des personnes qui vivent avec un handicap psychique. Okay. Ça, c'est des personnes qui vivent une double ou une triple peine, à chaque fois, l'accès à la parentalité, le suivi, puis ensuite le postpartum, disons, et l'enjeu entre ma prise en charge psychiatrique adulte et mon accès à la parentalité, c'est des embûches et des embûches. Et on veut comprendre comment ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas du point de vue des bénéficiaires par une analyse rétrospective entre la France et le Québec, où on a deux terrains d'études qui pourraient être faisables. Et c'est super intéressant. Puis en fait, c'était les prochaines questions qu'on voulait un petit peu aborder. C'était un petit peu en lien avec le doctorat puis l'admission, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les étudiants. Ah oui? Oui. Donc, est-ce que vous avez des caractéristiques particulières ou des expériences concrètes que vous valorisez beaucoup quand vous voyez, par exemple, une candidature pour le doctorat? Alors, je vous parlais de tête de cochon tout à l'heure. Ça fait partie des choses qu'on aime bien, de voir des personnes qui peuvent parler avec leur trip, de ce qui les agace, de ce qu'elles aiment, de ce qu'elles ont envie de faire dans la vie, mettons, au sens d'un projet quasiment militant. Dans mon sens de faire de la recherche, c'est pour ça. On ne cherche pas des personnes qui ont des projets professionnels arrêtés mais j'avoue que l'expérience de militantisme ou d'engagement d'une manière ou d'une autre est toujours une plus-value. Là, je parle pour moi et mes collègues, je pense. On aime bien aussi travailler au doc avec des personnes avec lesquelles on a déjà travaillé au bac. Donc, moi, mon meilleur conseil pour les étudiants au bac en ce moment, c'est de se rapprocher de profs pour
tenir au courant des opportunités en assistant à la recherche, pour faire des thèses de spécialisation, ça c'est super bien. C'est toujours une bonne idée parce que ça coûte pas cher. Pas pour nous, hein, je veux dire, ça coûte pas cher pour les étudiants de s'engager dans un lab pendant 1 an pour tester, pour voir l'ambiance. C'est intéressant. Et puis après, je sais que c'est vraiment rushant là, ce passage au doc pour les étudiants du bac. Mais il ne faut pas se rusher. Je pense que ça peut être vraiment une erreur d'aller chercher n'importe quel prof et puis d'essayer de dire ce qu'on pense que le prof veut entendre. Il faut prendre son temps parce que c'est long une thèse, hein, quand même. C'est une thèse en psychocom, c'est vraiment long. Même des psy-D pour les quelques-uns qu'on a, c'est quand même long. Donc, savoir vraiment pourquoi on fait ça, c'est bien de l'avoir vécu. Thèse de spécialisation vraiment cool. Discuter avec les doctorantes, les doctorants aussi. On a tous des styles de management, d'équipe et de direction de travaux doctoraux particuliers. Puis il faut tomber sur quelqu'un avec qui ça fit bien parce qu'on va rester ensemble un moment. Donc, on est mieux de faire son marché proprement plutôt que d'envoyer, comme je reçois bien souvent, arrêtez de faire ça les étudiants, le même mail à tout le monde en oubliant de changer neuropsy par psychologie communautaire. Oui, ça m'arrive au moins une fois par mois, ce genre de choses-là. C'est pas ça. Je sais qu'on veut rentrer au doc, c'est pour des très bonnes raisons, mais ce qui s'ensuit est quand même assez lourd et on veut que ce soit plaisant pour tout le monde. Donc, allez discuter avec les profs. Ça, c'est mon meilleur conseil. Puis en fait, ce que vous dites présentement là, pour les applications en cours, est-ce que les personnes vous approchent avec des idées de projet? Vous avez concrètement déjà des idées en... C'est la première fois en 10 ans que j'arrive avec une idée, parce que là, en fait, on a un objectif de renforcer notre équipe santé mentale, santé périnate et inégalité sociale à travers l'axe santé mentale. Donc, avec mon collègue Romain Dugravier, on a comme projet de faire un travail l'année prochaine de co-direction de thèse. Donc, on a 3 des 7 profs du lab qui sont déjà impliqués dans ce projet-là. Donc, faut qu'on... Ça serait de vérifier, de voir l'intérêt avant d'appliquer. C'est ça. Faut quand même qu'on... Voilà, ça, c'est la première fois, en tout cas, que je fais... Moi, je propose quelque chose, mais sinon, les gens viennent avec leur propre projet. Puis moi, je tiens que le projet soit vraiment très individuel parce que c'est quelque chose qui doit maintenir le feu pendant 6, 7, 8 ans. Puis j'ai pas envie que ce soit à moi de souffler sur les braises. Là, c'est aux étudiants aussi de trouver leur voie. Souvent, on arrive au doc avec un projet en psychocom. Et puis la première année... Moi, j'écoute d'une oreille les projets de début de première année parce que le fait de faire le séminaire sectoriel au doc, le fait de rencontrer les autres doctorantes et doctorants un peu plus avancés, fait qu'à un moment donné, on va se dire « Ah oui, non, mais c'est pas ça que je veux faire ». On me donne l'autorisation de penser avec mes tripes un instant, je vais le faire pour vrai. Mais quand je le fais, d'un coup, mon sujet va changer au complet. Et parfois, je suis obligé de le mettre par écrit, puis je sens que ça ne fit pas. C'est pas exactement ça. Je vais m'ennuyer à faire ce sujet-là, donc je pars sur complètement autre chose. Et là, ça devient intéressant. Mais il faut vraiment que ce soit un truc très individuel. C'est difficile de travailler sur le projet de quelqu'un d'autre en psychocom. Vraiment difficile. De manière générale, mais en psychocom encore plus. Donc là, ça va être la première fois que je tente ça, mais je veux quand même que le projet, qu'il y ait beaucoup de marge de manœuvre pour la personne qui sera au doc. Puis je me demandais, un petit peu plus tôt, en fait, vous avez mentionné que les expériences d'assistanat de recherche, puis la thèse de spécialisation, c'est quelque chose de très important là, pour l'application au doctorat. Je me demandais, sachant qu'une partie de la candidature, souvent, il y a aussi une composante clinique plus pratique. Est-ce qu'il y a, dans le fond, des expériences justement plus pratiques sur le terrain qui sont plus valorisées que d'autres ou des idées, dans le fond, de causes dans lesquelles les étudiants pourraient s'impliquer? Pour moi, je ne sais pas pour mes collègues, les causes, non, ça m'importe d'avoir des gens qui ont des causes qui leur tiennent à cœur puis qui sont capables de m'en parler, en fait, pas scolairement. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, qu'on ne voit pas forcément entre le bac et le doc, c'est que le doc, on sort complètement du registre scolaire. Il faut être capable d'articuler des choses entre elles. On n'est plus dans la restitution d'informations. Ce n'est pas ça qu'on fait au doc. Là, on veut vraiment de l'élaboration. Puis on a changé les choses de manière... au département de psycho, on a changé les choses de manière à ce que maintenant, dès la première et deuxième année, on soit vraiment en train d'écrire son projet de thèse. Donc, pour écrire un projet de thèse, ça ne peut pas se faire de manière scolaire. Ça comporte une dimension scolaire et méthodologique, mais plus recherche. Donc, il faut qu'on puisse sortir quelque chose qui vient de soi. Donc, les expériences qui soutiennent ça, quelles qu'elles soient, sont bonnes. C'est sûr que la transition bac-doc, quand elle est immédiate, est moins facile pour tout le monde. Ça m'arrive très souvent de prendre des étudiants qui viennent directement du bac. Mais c'est sûr que quelqu'un qui a aussi d'autres expériences ou un autre métier, comme ça arrive aussi souvent, des gens qui ont d'autres carrières avant, des personnes qui ont un engagement militant par ailleurs,
peut être quelque chose de très intéressant. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir quelqu'un qui savent gérer des projets et savent se gérer elles-mêmes et eux-mêmes dans leurs projets. Donc, des gens autonomes. C'est sûr. Pas que je supervise pas, moi, bien au contraire. Mais c'est quelque chose d'ailleurs qui me tient à cœur, qu'on puisse se parler très, très régulièrement, mais qu'il y ait de l'autonomie dans la pensée. Je ne veux pas avoir à mettre mes idées dans la tête des gens. Moi, je ne connais pas les thématiques de mes étudiantes et mes étudiants au sens de l'expertise, mais la méthodologie, la manière de faire, c'est ça qu'on supporte, puis c'est ça qu'on va engager ensemble pendant 6, 7, 8 ans. Et donc, moi, j'ai besoin d'avoir des gens qui un, tripent sur leur sujet, puis deux, sachent le faire sans mon appui. OK, Parce que super. c'est vraiment des belles perspectives professionnelles aussi quand on commence comme ça. Donc, ça peut valoir la peine après le bac d'aller s'essayer à d'autres affaires aussi, parce que un doctorat en psycho, c'est pas non plus pour tout le monde. C'est pas la panacée, c'est pas le meilleur métier du monde, c'est pas le meilleur objectif, mais je sais que vous êtes quand même, on vous pousse au bac à dire regardez le doc. Donc ça c'est un fléau aussi parce que derrière ça peut donner aussi des gens qui vivent des mauvaises expériences parce qu'elles sont malheureuses aussi en arrivant au doc. Puis c'est pas une fatalité, et c'est pas une obligation non plus. Non? Puis pour quelqu'un, par exemple, qui aimerait ça, se familiariser au baccalauréat avec la recherche, puis qui désirerait entrer en contact avec vous, est-ce qu'il y a des moyens à privilégier? Est-ce que, par exemple, par courriel, c'est une bonne façon de faire? Je sais que certains départements, certaines, en fait, approches, ont un peu des conférences mensuelles. Est-ce que la psychologie communautaire vous offre aussi des façons d'entrer en contact avec les professeurs? Donc, c'est quoi les meilleurs moyens? À ma connaissance, pour moi et mes collègues, le courriel, ça marche très bien. Le Et je courriel, pense qu'il n'y ça a marche personne bien. qui reste sur le carreau et on ne vient jamais me dire Ok. j'ai envoyé un mail à quelqu'un qui ne m'a pas répondu. OK. On est des gens qui répondons à tout. Super. Donc, on peut vous envoyer des courriels. Oui, absolument. Puis sinon, maintenant, on aimerait savoir, en fait, un peu plus tôt, vous avez donné déjà un bon conseil aux étudiants au baccalauréat, soit celui de personnaliser les courriels. Mais sinon, à part ça, auriez-vous un autre conseil précieux, dans le fond, à donner là, aux étudiants au baccalauréat? De venir avec qui elles sont. On ne veut pas être flatté. Moi, en tout cas, mes collègues. Je ne pense pas qu'en psychologie communautaire, qui que ce soit sensible à ça. Il faut tenter de venir avec ce qui nous ferait vraiment plaisir de faire au doctorat, même si on a l'impression qu'on prend du risque. Une collègue d'une autre section, mais un peu de plus en plus inspirée par la psychologie communautaire, me disait l'autre jour qu'elle avait accepté sa dernière candidate au doc. Et cette fille-là est arrivée avec moi, je suis une militante, féministe, écologique, puis je renoncerai à rien de tout ça, je veux que ça fasse partie de mon doc. Et ça l'avait séduite, parce qu'elle s'est dit, OK, quelqu'un avec de la personnalité. C'est vraiment peut-être on va, ça va peut-être être tendu à certains moments, mais au moins dans cette tension-là, il y a quelque chose de sympathique qui fait réfléchir tout le monde. De vrai aussi. D'authentique. Et d'authentique, absolument, oui. C'est très juste. Donc, du coup, cette authenticité-là, pour nous, là, on l'aperçoit. On l'aperçoit 100% des cas. Donc, c'est pas la peine d'arriver en ayant copié-collé notre site web, demander à ChatGPT de nous faire un joli mail et de le restituer, ça va se voir. Super. Donc, c'est... Ah oui, en fait, avant de passer au jeu, on aimerait savoir, là, j'imagine que pour des recommandations de lecture, vous recommandez votre livre, mais avez-vous d'autres aussi? Ça peut être des podcasts, ça peut être... des ressources, dans le fond, pour vraiment ceux qui n'importe veulent se quoi. familiariser avec la psychologie communautaire. On a plusieurs livres qui ont été publiés au cours des années en français. Certains datent. Je pense que c'est intéressant aussi de regarder d'où on vient. Donc, il y a 3 ou 4 manuels de psychocom qui sont encore trouvables à l'UQAM en bibliothèque. En français, c'est pas très compliqué parce qu'on n'a pas 500 non plus. Et c'est intéressant. Moi, j'aime bien dire aux gens de regarder les sommaires des revues scientifiques en psychologie communautaire. On en a 4 ou 5 spécialisés en anglais, évidemment, mais c'est intéressant de regarder ce qui est publié, les intérêts de recherche des gens, la manière dont ils formulent leurs intérêts de recherche. On a une revue en ligne qui s'appelle le Global Journal of Community Psychology Practice, qui est en open access pour tout gratuit. C'est intéressant de regarder le déroulé de la pensée, la manière dont on déroule la genèse, puis la conduite de projets de recherche. Je pense que ça donne des bonnes idées sur qu'est-ce qu'on fait en psychologie communautaire. Puis là, c'est une revue qui est très accessible aussi pour pays de Nord, Sud aussi, qui donne aussi des perspectives un peu pas juste keb, pas juste occidentales de la psycho. C'est vraiment intéressant.
Génial. Puis, enfin, on aime bien clore nos épisodes avec un petit jeu, question d'apprendre à vous connaître en dehors du contexte académique. Très, très Donc, simple. c'est ça, le jeu Très, est très, très simple. Dans le fond, c'est un peu un principe ceci ou cela. Donc, on vous donne 2 choix de réponse, puis enfin, on veut que ce soit authentique, dans le fond, la réponse qui vous représente le mieux. spontané. Très spontané, c'est ça. Donc, la première question, êtes-vous plus lever de soleil ou coucher de soleil? Au lever de soleil. Lever de soleil. Et coucher de soleil. Je dors très peu, en fait. Donc, Ah, bon. Super. Dans un contexte de voyage, êtes-vous plus exploration urbaine ou retraite en nature? Oh, c'est une bonne question. J'ai envie de dire retraite en nature, puis je me retrouve souvent dans les villes. Fait que je pense que faut que je retourne chez mon psy. Écrire à la main ou à l'ordinateur? À la main. À la main. Spontanéité ou organisation? Mhm. J'aimerais être organisé. Je suis très spontané. Très spontané. Pour pas dire impulsif. Lorsque vous avez une journée de congé, préférez-vous partir à l'aventure ou faire une petite journée tranquille à la maison? Si s'occuper des enfants à la maison, c'est pas de l'aventure, je sais pas ce que c'est. J'ai plein d'enfants. Êtes-vous plus café ou thé? De café. Été ou hiver? Été. Été. Puis Ouais. finalement, une toute simple pour la fin, sucré ou salé? Oh, salé. Salé. Oh oui. Super. Salé et piquant. En fait, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc, on est vraiment super heureuse de vous avoir reçus. Mhm. C'était super Très intéressant. intéressant. Merci de pense votre que ça- invitation. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens, définitivement. Bon, Mhm. attendre de voir nos boîtes courriels se remplir. Hein. C'est ça. Super, mais merci. Merci beaucoup. Bienvenue à la Minute du Moni, présentée par le monitorat en psychologie de l'UQAM, la place où poser toute question sur ton parcours en psycho, du bac au doc, peu importe ton uni. Le monitorat est ouvert du lundi au jeudi, de 10h à 16h, en ligne et en personne. La vie après le bac en psycho sans passer par le cycle supérieur. Plusieurs se demandent peut-être, je suis au bac en psycho, mais j'ai pas envie d'aller au cycle supérieur, quelles sont les options qui s'offrent à moi? Travailler uniquement avec un bac en psycho, est-ce que ça se fait? Peut-être que tu le sais déjà, mais suite à la refonte du bac en psycho à l'UQAM, un nouveau profil d'initiation à la psychologie appliquée a été créé. Il te permet, entre autres, d'accéder à un stage d'observation en milieu pratique. Le but, c'est que tu puisses voir directement sur le terrain les différentes pratiques d'évaluation et d'intervention possibles avec un baccalauréat. Ça donne justement un bon aperçu de la nature du travail ou d'emploi que tu pourrais occuper avec un bac en psycho. Donc, travailler avec un bac en psycho, est-ce que ça se fait? Oui, ça se fait. Il existe plusieurs emplois qu'il est possible d'exercer en tant que bachelière en psychologie. Les possibilités sont multiples et plutôt hétérogènes. Pour y voir plus clair, les services à la vie étudiante ont récemment tenu une conférence dans laquelle ils présentent diverses avenues professionnelles envisageables après le bac en psycho. Quel genre d'emploi je pourrais avoir avec mon bac? Donc, tout dépend du type de milieu et de clientèle qui t'intéresse le plus. Pour t'inspirer et t'orienter davantage, la présentation du SVE, donc de Service à la vie étudiante, contient une tonne d'exemples d'emplois que tu pourrais occuper. Tu pourrais entre autres travailler dans les domaines généraux suivants. Donc, par exemple, agent de relations humaines, travailleur de rue, intervenant psychosocial, agent d'assurance emploi, enseignant au collégial, chargé de projet, agent de liaison, etc. C'est pas une liste exhaustive. Donc, la cerise sur le sundae, c'est que certains de ces exemples de travail sont tirés de l'offre d'emploi réelle. Ces perspectives professionnelles présentées par la SVE sont donc concrètes, tangibles et tout à fait atteignables. Où est-ce que je peux trouver cette belle présentation? Pour consulter ces exemples d'offres d'emploi et pour connaître d'autres possibilités qui s'offrent à toi après le bac, on t'invite à consulter directement la présentation de la SVE qui est maintenant disponible sur le site du département de psychologie de l'UQAM. Le lien pour y accéder sera dans la barre d'infos. Tu peux également consulter le guide fort utile de l'Université Laval sur le sujet qui existe depuis les années 2000. Il est régulièrement mis à jour avec la dernière version qui date de 2024. Une belle ressource complémentaire à celle que propose l'UQAM. Le lien pour y accéder sera également disponible dans la barre d'informations. Donc, une fois qu'on a lu toutes les ressources proposées puis qu'on a encore besoin d'aide pour savoir un peu quoi faire après le bac, c'est le fun parce qu'il y a un service dédié exactement à ça à l'UQAM. Donc, tu peux prendre rendez-vous avec un conseiller, une conseillère en information scolaire et en insertion professionnelle. Ils sont là pour t'offrir un accompagnement personnalisé en lien avec ton parcours scolaire ou tes démarches de recherche d'emploi. La meilleure partie, c'est que les frais sont déjà couverts par tes frais de scolarité, donc pas besoin de débourser quoi que ce soit. Techniquement, c'est gratuit. Donc, grosso modo, travailler avec un bac en psycho, c'est pas un mythe, c'est tout à fait possible.